Ah, les années 50, Elvis, le rock'n'roll, la coupe en banane et de belles grosses américaines comme celle-ci, la Chrysler 300. On les appelait les voitures alphabet car toutes les années, entre 1955 et 1965, chaque nouveau modèle se vit affublé après son appellation commerciale d'une lettre et ce, dans un ordre rigoureusement alphabétique. Ainsi, de la Chrysler 300 de 1955, on passait à la 300B de 1956 et ainsi de suite. Ces voitures représentèrent tout ce que Chrysler savait faire de mieux en matière de design et de motorisation. Chrysler a cessé la production des voitures alphabet après la version de 1965. Mis à part pour quelques éditions spéciales comme la 300 Hearst de 1969, le concept 300 est resté au placard jusqu'en 1999, année où est apparue la superbe 300M. La 300 actuelle est aussi novatrice que purent l'être ses ancêtres des années 50 et 60. Cette 300 moderne a été certes conçue à une époque différente, mais elle vise exactement le même type de clientèle que celle qui avait été séduite par la première 300 lors de sa sortie en 1955. For people who love to drive, the renowned engineers of Chrysler Corporation designed the Chrysler 300, America's highest performance automobile. La Chrysler 300 était une grande voiture, même selon les standards des années 50. Elle était longue de 5,60 m pour un poids dépassant les 1800 kg. Mais la Chrysler 300 était plus qu'un simple monstre de 2 tonnes au moteur surpuissant. Elle inaugurait un nouveau style. Dès le départ, Chrysler sut que cette voiture devrait sortir du lot. Elle devrait être très manœuvrable, se voir dotée de nouveaux équipements et d'options inédites et surtout avoir un look reconnaissable entre mille. En un mot, la Chrysler 300 devait avoir de la classe, un ingrédient essentiel à toute muscle car. Aujourd'hui, les restaurateurs de Chrysler 300 attribuent la réussite de cette superbe voiture à un homme en particulier, l'ingénieur en chef de Chrysler, Bob Roger. Bob Roger fut un homme très novateur. Il était très axé sur la ligne, mais aussi sur les performances. En plus d'être un très bon ingénieur, il fut également très doué pour vanter les mérites de sa voiture, comme on peut le voir sur les publicités de l'époque. On peut dire qu'il savait vendre son produit. En réalité, la 300 fut le premier hot rod de série. Avec une petite nuance cependant, les hot rods étaient des machines frustres, bruyantes et inconfortables. La Chrysler 300, elle, au moins, était une Chrysler. Mais les hot rods et la 300 possédaient au moins une caractéristique commune, les performances. Il faut beaucoup de puissance pour transformer une voiture de ce gabarit en hot rod. Mais pas de problème pour la Chrysler 300, elle fut équipée du MI. Sur route, si vous ouvrez les deux carburateurs, je peux vous dire qu'elle envoie. On peut passer en seconde vers 55 ou 60 km/h, en troisième vers 130, et ainsi de suite. Développé 4 ans auparavant, le moteur MI Chrysler était le moteur haute performance américain le plus perfectionné de l'époque. En 1955, il développait 1 cheval par pouce cubique, ce qui en faisait l'égal des moteurs de course les plus puissants au monde. Le millionnaire Briggs Cunningham, qui fut aussi constructeur de voitures à ses heures, le choisira pour courir les 24 heures du Mans. Quelques voitures d'Indy en furent même équipées. En 1955, c'était alors le moteur américain le plus puissant jamais créé. La Chrysler 300 fut construite autour de cette mécanique. Grâce à ce moteur, votre Chrysler pouvait vous offrir les mêmes sensations qu'un hot rod, tout en vous faisant bénéficier du confort et du luxe qui étaient les marques de fabrique du constructeur. Vous étiez donc gagnant sur toute la ligne. C'était ça les années 50, tout était possible. Chrysler allait se surpasser pour construire son nouveau modèle. 3 événements ont coïncidé afin de permettre la naissance de cette Chrysler 300. Tout d'abord le développement du moteur MI, ensuite le changement de style amorcé par Chrysler en 1955, et enfin ce qui fut probablement le facteur le plus important, l'attente d'une Chrysler aussi attirante que pouvaient l'être les nouvelles stars sportives de Détroit, à savoir la Corvette et la Thunderbird. La mission de cette voiture fut moins de redonner un nouveau souffle à Chrysler que de concurrencer la Corvette et la Thunderbird. Depuis des dizaines d'années, les meilleurs atouts de Chrysler étaient le luxe et le confort, et non les designs tape à l'œil ou les moteurs surpuissants.
Mais il existait des personnes au sein même de Chrysler qui pensaient que c'était les performances qui faisaient l'intérêt premier d'une voiture. Et si cette voiture pouvait en plus bénéficier d'une conception moderne et luxueuse, cela ne ferait que rajouter à son attrait. Ce sont ces personnes qui, en 1955, furent à la base de la Chrysler C300. Chrysler venait juste de dépenser 100 millions de dollars pour moderniser la ligne de sa gamme. Les nouvelles Chrysler étaient très différentes des modèles de 1954. La Chrysler Windsor de 1955, avec ses 2 portes et son hardtop, possédait un style jeune et sportif. De plus, c'était une excellente plateforme pour la C300. Grande innovation, l'habillage de la Windsor faisait un usage modéré du chrome. Une seule baguette de chaque côté de la voiture et une légère décoration au-dessus des feux arrière. Le signe le plus distinctif était la calandre en 2 parties, issue d'une Chrysler impériale, qui indiquait clairement que cette voiture était une C300. Chrysler choisit de doter la C300 de roues Phil Kelsey Hayes. De plus, l'avant et l'arrière de chaque véhicule fut orné d'un petit drapeau à damier surmonté du nombre 300. Les flancs, eux aussi, furent décorés d'un petit Chrysler 300 en chrome. Comme dans tous les modèles de la marque, l'intérieur était somptueux. On y trouvait tous les équipements standards des années 50, comme la direction assistée, la boîte automatique Powerflight 2 vitesses et un tableau de bord luxueusement garni. Dans le plus pur style Chrysler, vous aviez le luxe au bout des doigts. Mais cette fois-ci, votre pied pouvait en plus faire parler la foudre. Le V8 Chrysler Firepower de 180 chevaux datait de 1951. C'était là le premier V8 de Chrysler. Mais en 4 ans, il sut évoluer jusqu'à devenir un moteur haute performance développant jusqu'à 300 chevaux. Ce moteur émis de 331 pouces cubiques possédait un alésage de 123,825 mm et une course de 92,075 mm. Sa puissance lui venait d'un taux de compression de 8,5 à 1, d'un arbre à cam à poussoir non hydraulique, d'un double échappement et de 2 carburateurs Carter WCFB quadruple corps. Pour l'époque, c'était là un moteur très sophistiqué. Les 300 chevaux développés permirent ainsi à Chrysler de baptiser la C300, voiture la plus puissante des États-Unis. Son caractère, son côté innovant, tout cela en faisait en quelque sorte une muscle car. Cette voiture suscitait l'imagination de gens de beaucoup de manières différentes. L'expérience C300 fut une grande réussite. Grâce à sa ligne rajeunie et à sa puissance accrue, Chrysler avait sorti la voiture la plus innovante de l'année 1955. Cependant, peu de modèles furent vendus. Cette année-là, les usines n'assemblèrent que 1725 C300. Mais les passionnés d'automobile s'étaient découvert une autre passion en 1955, les courses de stock car. Ce sport devenait de plus en plus populaire et les spectateurs s'amassaient chaque jour plus nombreux autour des circuits pour vibrer au spectacle de duels pare-choc contre pare-choc opposant des pilotes aussi renommés que Buck Baker, Fireball Roberts, Lee Petty ou encore Time Flock. Avec la puissance de ce moteur émis, Chrysler n'allait pas tarder à chambouler tout ce petit monde de la course. Tels de grands requins blancs, les C300 pointèrent le bout de leur nez à Daytona Beach afin de participer à leur première course. Voilà à quoi ressemblait une course NASCAR dans les années 50. Pas de costume 3 pièces ni de caviar à volonté dans les stands. Juste de bonnes grosses caisses et des pilotes prêts à tout. Les passionnés pouvaient voir les voitures exposées chez les concessionnaires en découdre sur des pistes boueuses ou sur des plages comme à Daytona. C'était de loin la chose la plus excitante qui ne leur avait jamais été proposée. Une star naissait toutes les semaines, mais en 1955, 2 noms ont tenu le haut de l'affiche, Time Flock et sa Chrysler 300. Peggy Flock, la fille de Tim, fut l'admiratrice numéro 1 de son père, et ce depuis son plus jeune âge. Pour moi, mon père était un super-héros en chair et en os, et il pilotait une super voiture. Je savais qu'il pouvait faire tout ce qu'il voulait au volant de sa 300. Avec elle, il pouvait remporter toutes ses courses, et cela ne faisait aucun doute dans mon esprit. Je trouvais que mon père avait une allure magnifique au volant de cette voiture. Tim Flock était le plus jeune d'une famille de 3 frères. Ses aînés, Fonty et Bob, étaient déjà impliqués dans le monde de la course. Un jour, sur un circuit, Tim a pu saisir sa chance et s'installer au volant d'une voiture. Franz Flock se souvient du début de Tim en stock car. Un week-end, il s'est rendu sur un circuit avec Bob et Fonty. Ils avaient promis à leur mère qu'ils ne laisseraient pas Tim piloter.
Mais Speedy Thompson est venu le voir et lui a dit « Ça te plairait de faire un tour ou deux de circuit avec ma voiture ?» Et Tim a répondu « Bien sûr que ça me plairait. » Et il a commencé à tourner sur le circuit. Ses frères sont venus l'observer et il les a vus qui criaient « Allez Tim, vas-y !» Il a ainsi participé à la course qu'il termina 3e ou 4e alors que c'était là sa première course. En 1955, Tim Flock avait déjà remporté une fois le championnat NASCAR au volant d'Oldsmobile et de Hudson. C'était une des grandes stars de ce jeune sport. Il attira l'attention de Carl Kiekhaefer, le président de Mercury Marine, qui fabriquait alors des moteurs de hors-bord. Kiekhaefer était un véritable mordu de la course automobile et il avait décidé d'investir une très grosse somme pour monter une écurie en vue du championnat Stock Car de 1955. Comme voiture, il avait jeté son dévolu sur la nouvelle Chrysler 300 et comme pilote, Tim Flock. Tim était fou quand il a vu cette voiture pour la première fois. Il disait que le moteur Hemi faisait vibrer le sable de la plage de Daytona. Tim parlait tout haut et disait « Si j'avais une voiture comme ça, je gagnerais la course aujourd'hui. » Un monsieur s'est approché de nous et lui a demandé qui il était. Tim a répondu « Je suis Tim Flock ». L'homme lui a demandé de le suivre et l'a présenté à Carl Kiekhaefer. Kiekhaefer lui dit alors « Assieds-toi là, mon garçon. Tu te sens bien dans ce siège ?» Et Tim m'a dit après que dès qu'il entendit ces paroles, il sut que cette voiture était pour lui. Tim Flock gagna effectivement la course ce jour-là. Dès lors, il ne cessa de dominer la compétition au volant de ses grosses Chrysler. Il remporta 18 courses du championnat NASCAR de 1955 avec les Chrysler de Kiekhaefer. Deux légendes venaient de naître, Tim Flock comme l'un des meilleurs pilotes de course de l'histoire et la Chrysler 300, la première voiture NASCAR sortie d'usine. Kiekhaefer connut un énorme succès en faisant courir les Chrysler. Il supervisait tout jusqu'au moindre détail. Les voitures étaient bien préparées, les pilotes étaient en excellentes conditions physiques et ils réalisèrent de grandes saisons pour Chrysler. Les expériences en compétition durant l'année 1955 eurent des répercussions sur le nouveau modèle 300, la 300B modèle 56. Visuellement, elle était quasiment identique au modèle 55, mis à part quelques modifications dans l'habillage et les ailerons arrière. Chrysler avait tiré une grande leçon de la course. Une voiture n'est jamais trop puissante. On poussa donc la cylindrée du moteur à 354 pouces cubiques et le taux de compression monta jusqu'à 9,1. Un vilebrequin en acier forgé assura la fiabilité de l'ensemble et grâce aux écuries de course, on rajouta une option pour des culasses donnant un rapport volumétrique de 10:1 et pouvant produire 350 chevaux. Les 300 effectuèrent leur dernière saison de Stock Car en 1956. Après avoir remporté les 3 premières courses de la saison, dont Daytona Beach, Tim Flock quitta l'équipe Mercury et Carl Kiekhaefer mit la clé sous la porte à la fin de l'année. En 2 ans, ces voitures, décorées aux couleurs des hors-bords Mercury, gagnèrent 4 fois plus de courses que ses principales concurrentes. En 1957, la 300C dépassa les 230 km/h sur le circuit d'essai de Chrysler. Si les Chrysler Kiekhaefer ne devaient plus jamais courir sur les pistes de la NASCAR, cela ne signifiait pas pour autant que Kiekhaefer en avait fini avec cette voiture. En effet, la 300 allait encore établir de nouveaux standards en matière de style et de performance. En 1957, sous l'égide de son chef concepteur Virgil Exner, Chrysler inaugurait un nouveau look qui devint vite la référence des années 50 en matière de style. Certains pouvaient trouver le design futuriste un peu excessif, mais cela sciait parfaitement au fabuleux style de la 300 qui faisait par ailleurs un usage plus que modéré du chrome. La 300C de 1957 était la voiture la plus originale jamais conçue par Chrysler. Elle avait largement de quoi faire tourner la tête des conducteurs qui la croisaient sur la route. Une fois de plus, la puissance du moteur Hemi avait été augmentée. Il atteignait maintenant les 392 pouces cubiques et pouvait produire un total stupéfiant de 375 chevaux. La Chrysler 300 pouvait maintenant passer de 0 à 100 en 8,4 secondes, ce qui lui permettait de surclasser une Corvette. Ces performances, sans parler d'une augmentation de prix de près de 5 200 $, lui valurent le surnom de Hot Rod des banquiers.
Beaucoup de gens l'appellent ainsi, mais c'est avant tout une très bonne voiture. Elle possède tout l'équipement d'une voiture de luxe, mais elle est également puissante et peut tout à fait être aussi nerveuse et rapide qu'une vraie sportive. C'est sans doute pour cela qu'on la surnommait le monstre gracieux. Après tout, les banquiers aussi peuvent être des dingues de vitesse. Et avec la puissance offerte par la 300, on avait largement de quoi les contenter. Le moteur Hemi était encore le V8 américain le plus puissant et de loin. Mais malheureusement, c'était aussi le plus cher et l'un des plus compliqués à construire et à entretenir. C'est pourquoi, en 1959, Chrysler prit une grave décision. Remplacer l'Hemi par un nouveau V8 non hémisphérique cette fois de 413 pouces cubiques. Cette décision ne fut pas très populaire chez les amateurs de Chrysler. Le moteur Hemi était coûteux. Il l'a toujours été, et un moteur avec une chambre de combustion classique revenait bien moins cher à fabriquer. J'ai toujours pensé que c'était là un retour en arrière, et j'ai d'ailleurs toujours regretté le Hemi. Si le 413 Wedge n'avait pas toute la portée exotique du Hemi, il était cependant extrêmement puissant. Les bielles et le vilebrequin étaient forgés, et grâce au poussoir hydraulique et à un taux de compression identique de 10 pour 1, ce nouveau moteur développait une puissance de 380 chevaux. Grâce à sa cylindrée supplémentaire, le 413 Wedge disposait d'un meilleur couple que l'Hemi. De plus, ce couple et cette puissance étaient obtenus à un régime moteur moins élevé. Les 300E de 1959 avaient certains signes distinctifs, parmi lesquels la peinture rouge de la calandre et le style pour le moins agressif du monogramme 300 sur le capot. En 1960, la 300 demeurait l'une des voitures de production les plus rapides au monde, que ce soit dans sa version classique de 375 chevaux ou bien entendu dans sa version spéciale de 400 chevaux. Mais à cette époque, on avait complètement effacé les marques d'un pourtant glorieux passé en compétition. En effet, Chrysler mit l'accent sur le design. La 300F de 1960 fut aussi époustouflante que ses devancières. La nouvelle carrosserie incluait de nouveaux ailerons sur les ailes arrière ainsi qu'un Continental Kit au look ravageur. Même si les pare-chocs étaient encore d'une taille assez conséquente, la 300F ne fit qu'un faible usage du chrome sur sa carrosserie, évitant nombre d'effets tapageurs alors en vogue à l'époque. Avec ses 4 sièges séparés, la 300F restait dans la lignée du design original qui avait servi de modèle à beaucoup d'autres marques. L'habitacle ressemblait désormais plus à un avion de ligne qu'à un chasseur. Les 4 sièges pivotants étaient recouverts de cuir haut de gamme. La liste des options luxueuses, pour le moins exhaustive, pouvait vous offrir sur une 300F jusqu'à 24 options différentes. Ce confort supplémentaire pouvait vous coûter jusqu'à 2 400 $ de plus que le prix de base de 5 318, déjà élevé. Le marché actuel n'offre plus rien de semblable. Le dessin des voitures n'est plus ce qu'il était. Mais lorsque des jeunes la voient, ils s'exclament « Waouh, ça c'est une belle voiture !» Mais le temps avançait et 1961 allait être une année décisive pour l'industrie automobile américaine. La 300 allait bientôt être confrontée au Swinging 60s, une nouvelle tendance des muscle cars. En 1961, la tendance générale était au conservatisme et à la diminution de la taille des voitures. La Chrysler 300 formait cependant une notable exception. Les lignes de l'avant et de l'arrière avaient été modernisées, mais pour le reste, la 300G restait fidèle à la tradition. Luxe et grande vitesse cohabitaient toujours avec succès. Personne ne regrettera la disparition du faux kit Continental, mais la déception fut tout de même de mise car pour la première fois, une Chrysler 300 était moins rapide que la version qui la précédait. Cela ne changea pourtant pas grand-chose car le moteur 413 Cross Ram pouvait encore faire mordre la poussière à une Cadillac ou à une Lincoln, principale concurrente de la 300. Cela faisait maintenant 7 ans que Chrysler combinait vitesse et luxe dans une seule et même voiture, mais le monde était en train de changer et les goûts en matière d'automobile connaissaient eux aussi une évolution. Les conducteurs n'étaient plus intéressés que par 4 roues surmontées de 2 tonnes de tôle, et ce, quelle que soit la vitesse de pointe de l'ensemble. Depuis 6 ans, Chrysler n'avait plus remis les roues sur un circuit de NASCAR et la 300 de 1962 n'était manifestement pas le modèle apte à inverser cette tendance. De plus, cette année-là, Chrysler décida d'étendre l'appellation 300 à toute sa gamme de sportives avec hardtop. Les lettres finales étaient encore réservées au modèle d'origine, mais les passionnés s'accordèrent à dire que cette nouvelle politique avait ôté toute la spécificité de ce modèle maintenant symbolique.
Ainsi, plutôt que de semer la terreur sur les circuits, les Chrysler 300 millésimes 1963 et 1964 remplissaient les parkings des country clubs en compagnie de T-Bird et autres Eldorado. Elles possédaient pourtant toujours la même puissance dévastatrice. En effet, les 390 chevaux du moteur 413 pouvaient toujours faire brûler vos pneus jusqu'à la trame si tel était votre bon plaisir. Mais la fin était proche pour la pionnière des sportives de luxe américaines. La 300L de 1965 fut la dernière représentante de cette incroyable lignée qui avait su établir de nouveaux standards de confort et de vitesse pour l'industrie automobile tout entière. La 65 est sortie à l'époque où les GTO, GTX ou encore Roadrunners firent leur apparition. On a donc commencé à la considérer plus comme une voiture de luxe, un peu comme une Thunderbird ou une Buick Riviera, juste un peu plus puissante. Voici la lettre suivante dans l'alphabet Chrysler, la 300M. Elle perpétue à nouveau aujourd'hui la tradition de vitesse et de luxe qui prévalait à l'époque chez Chrysler. La mécanique de la petite dernière est totalement gérée par l'électronique, ce qui lui permet d'optimiser le rapport puissance cylindrée. C'est un V6, mais elle reste tout de même très rapide. On les a testés sur circuit il y a quelques semaines et la 300M les a toutes battues, à part la 300 Hurst. Et elle a fait ça tranquillement, sans armes, sans haine ni violence. La 300M porte en elle l'esprit d'innovation que Bob Rogers, Virgil Exner et leur équipe avaient su introduire chez Chrysler. Et il reste encore beaucoup de lettres à utiliser dans l'alphabet. La conception de la nouvelle 300 reste classique avec des roues arrière motrices mais inclut toute la puissance d'un nouveau moteur EMI. La nouvelle ligne, combinée avec la technologie du XXIe siècle, assure des lendemains souriants aux amateurs de vitesse qui veulent rouler vite mais avec une certaine classe. Je crois qu'ils avaient en tête l'exemple de la Viper quand ils ont décidé de sortir la nouvelle 300. Il ne se passait pas grand-chose chez Chrysler à ce moment. Et cette voiture leur donnerait l'occasion de faire parler d'eux. La 300 a parfaitement rempli ce rôle. Elle a su attirer l'attention du public sur Chrysler, une attention particulièrement positive. Les voitures alphabet de Chrysler partaient toutes du même principe révolutionnaire qui stipulait qu'une voiture devait aller vite, mais avec de la classe. Pendant 10 ans, elles ont personnifié en quelque sorte la hot rod du gentleman. Et c'est encore le cas aujourd'hui. Ancienne ou nouvelle, la 300 reste une valeur sûre de l'automobile. Et au fond, qu'y a-t-il de mieux qu'une valeur sûre ? À très bientôt pour un prochain épisode de Muscle Cars. Et n'oubliez pas, ne les envoyez pas à la casse, mais restaurez-les.